Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique et cette fois je vais attaquer encore une fois un gros morceau, la suite de Meurtre en majuscule. Je vais parler ici de La mort a ses raisons de Sophie Anna. Je ne peux pas vous le montrer tout simplement parce que je ne l'ai pas. Je l'ai lu en e-book, je n'ai pas le bouquin physique on va dire. Avant toute chose, comme je sais que les gens regardent rarement plus des 5 premières minutes de mes vidéos, j'en profite pour faire la pub de mes réseaux sociaux tout de suite, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr et Glyph sous le pseudo Alisterka, les liens seront en description. Abonnez-vous, n'hésitez pas si vous êtes curieux. Tout d'abord, le contexte du scénario de ce roman peut prêter à croire que c'est effectivement du pur style Agatha Christie. Ça, je le reconnais. Quand on regarde de loin, une famille riche qui vit dans une grande propriété, et d'un coup, pouf, un mort. Oui, mais sauf que si on gratte un peu, rien que dans le synopsis, on s'aperçoit que c'est pas du tout si Agatha Christie que ça. Alors, ok, petite chose aussi, pour ceux qui disent que Sophiana c'est pas Agatha Christie, je ne peux qu'être d'accord avec vous, ça c'est clair, et qu'elle met en scène Poirot ne veut pas forcément dire qu'elle veut faire pile comme elle, mais qu'elle utilise Poirot pour faire ses propres histoires. Ben, je ne suis pas d'accord avec vous, tout simplement, ben si, elle veut faire exactement comme elle et être le plus fidèle possible au style d'Agatha Christie, mot pour mot, et à ses intrigues, et ça, c'est vérifiable facilement, et c'est pour ça que je suis aussi sévère avec elle, malgré le fait que ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Allez voir sur YouTube, il y a plusieurs interviews d'elle et je sais plus dans laquelle, je peux plus vous dire. Elle évoque le fait qu'elle essaie de copier Agatha Christie au maximum, d'être le plus fidèle possible et c'est pour ça que je suis aussi sévère avec elle. Parce que c'est raté quoi tout simplement. Donc car oui, lorsqu'il s'agit d'Agatha Christie, ici, le travail est bien fait, oui. Je tiens aussi à prévenir qu'il n'y aura pas de partie no spoil. Voilà, démerdez-vous, je vais en parler sans retenue. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un bon argument. Je vais procéder comme pour la critique de Meurtre en majuscule, globalement comme toutes les autres critiques que j'ai faites. Alors n'en déplaise aux petits malins qui se sont plaints lors de ma critique du Butterfly Land qu'on comprenait rien à ce que je disais et que c'était pas clair, ben non seulement moi je pense que c'est clair, mais en plus je fais ce que je veux. Donc ça va être d'abord les personnages, les personnages principaux, hein, voilà les deux personnages principaux. Et ensuite, je parlerai de l'histoire. Les personnages, eh bien malheureusement, à mon plus grand désespoir, on va commencer à parler de Catchpool. Voilà, malheur et désespoir, Catchpool est encore là. L'inspecteur incapable, fermé d'esprit et mou du sbi, voilà, mou comme une limace, est encore là. Moi qui croyais en être débarrassé avec la fin de Meurtre en majuscule, là je déchante complètement. Et une fois de plus, Catchpool est égal à lui-même, c'est un suiveur et il sert à rien. Lorsqu'il enquête au début, c'est en suivant un des flics voilà, du comté, et il le suit, il pose quasiment les mêmes questions que lui. Vous allez entendre mon chat miauler. C'est normal, elle est chez elle. Donc voilà, Catchpool ne sert à rien, c'est un suiveur, il suit un peu les flics officiels un peu au début, vite fait, sans trop poser de questions. Et ensuite, il fait des choses, mais sur demande de Poirot, des choses précises. C'est tout. Il n'y a aucune évolution de personnage, rien du tout. Comble du miracle quand même, lorsqu'il voit le cadavre de la victime ô combien plus abîmé que celui dans Meurtre en majuscule. Ça, il n'y a pas à chier, ça c'est clair. Et je vous en parlerai après. Il ne fait aucune remarque sur sa peur des cadavres. Est-ce un oubli de Sophiana? Ben sûrement. C'est un oubli de poids parce que quand on sait tout le foin qu'il nous fait avec ça dans Meurtre en majuscule, là il voit le cadavre et il fait aucune remarque. Bof. Hein. Sinon, rien de plus à dire sur lui, à part qu'il est moins débile que dans le livre précédent. Il patauge pas dans la smoule, il patauge dans rien du tout, puisqu'il se laisse faire, il suit le mouvement, donc il a rien dans quoi patauger, finalement, parce que c'est Poirot qui fait absolument tout le travail. Poirot, venons maintenant sur Poirot, le deuxième et dernier personnage sur lequel je vais vraiment revenir. Ici, Poirot, il n'est pas du tout le même que dans Meurtre en majuscule. Dans Meurtre en majuscule, il était tout simplement une caricature de lui-même, hyper strict sur l'ordre, la propreté et la précision, et hyper caricatural sur sa manière d'enquêter. Mais là, c'est tout le contraire, c'est le jour et la nuit. Ici, il est effacé.
il est complètement effacé. Au tout début du roman, on le voit arriver, donc Catchpool rencontre Poirot à Lilyhawk. Lilyhawk, c'est le nom de la demeure dans laquelle ils vont être, hein, je vais y revenir aussi. Poirot, il est insultant, voilà, c'est un point sur lequel je reviens parce que ça m'a vraiment choqué. Il est legit insultant envers Catchpool. Alors, j'aime pas Catchpool, ok, mais ça m'a quand même choqué. Poirot dit pas des choses comme ça d'habitude. Il a dit qu'il a pensé que Lady Playford, donc la maîtresse de maison chez qui ils vont aller, a peut-être invité les meilleurs dans leur domaine, hein, voilà. Mais en fait non, puisque Catchpool est là. Bon, je sais pas, j'en fais peut-être un peu trop, mais voilà, il vient de dire que c'est un nul, concrètement, il vient de le traiter d'incompétent. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Bon, encore une fois, c'est peut-être moi qui en fais trop, je sais pas, mais c'est la première fois que j'entends ça de la bouche de Poirot. Donc bon, hein, donnez-moi votre avis en commentaire, surtout n'hésitez pas. À part ça, Poirot est assez fade et effacé, ce qui est d'autant plus évident face aux fortes personnalités de toute la famille Playford. Autrement, la carte de la psychologie est fortement appuyée ici, j'y reviendrai plus tard encore une fois, quand je parlerai de l'histoire. Rien ne m'a choqué dans sa manière d'enquêter, mais dans un tel contexte, dans un manoir familial où un meurtre survient subitement, c'est beaucoup plus simple de retranscrire ça. Donc il pose des questions à tout le monde, il part en Angleterre mystérieusement faire ses enquêtes, il revient et pouf, il a la solution, donc là, vraiment rien de compliqué. Donc ce roman est découpé en 3 parties, donc ce qui m'arrange bien pour la construction de ma critique, puisque je vais commencer par la partie 1, et je vais essayer de vous résumer l'histoire à peu près dans l'ordre en appuyant les points qui ne m'ont évidemment pas plu, sur lesquels j'ai des choses à dire. Début du roman, Lady Pletchford invite Catchpool pour une raison complètement inconnue, il reçoit une lettre, il sait pas qui c'est, il sait rien du tout de cette dame-là, et il se dit bon j'y vais, ok. Et quand il arrive, qui c'est-il qui voit? Mais devinez qui c'est-il qui voit? Ben c'est Poirot qui voit. Mais comme par hasard, et lui aussi il a été invité, et le hasard, et ça fait quand même bien les choses, hein, vous trouvez pas? C'est fou, hein, le hasard des fois, dans la vie. Bref, ça commence à discuter, et l'observation de la mort qui tue, et c'est le cas littéralement, que dit Poirot, il fait une remarque, comme quoi tout le monde dans ce manoir, Lady Pletchford, la maîtresse de maison, tous ses enfants, tous ceux qui habitent là, plus Catchpool et Poirot, évidemment, donc ça inclut tout le monde qui est sous ce toit, tout le monde a un rapport avec la mort. Donc il y a des médecins, des détectives, il y a un flic, et il y a donc tout le monde, je ne vais pas vous faire la liste, mais tout le monde a un rapport avec la mort de près ou de loin. Oh, mystère, mystère. Il va peut-être, alors du coup il se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. Please. S'il vous plaît, achevez-moi tout de suite. Bref, le cadre est posé et vient maintenant la présentation de tous les personnages de Lilyhawk. Donc Lilyhawk, c'est le manoir, ce manoir qui se trouve à Clonakilty. Je sais pas du tout si c'est un endroit qui existe, mais je sais que ce n'est pas en Angleterre. Si j'ai bien compris, je crois que c'est vers l'Irlande ou le Pays de Galles, un truc comme ça, bon bref. Et force est de constater que tous les personnages ont un très très fort caractère. Et le problème, c'est qu'ils ne sont définis que par ce trait de personnalité-là. Voilà, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour exacerber ce trait-là. On a Dorothée, la belle-fille hein, de Lady Pletchford, qui est juste cupide. Son mari Harry n'a aucune personnalité, on ne l'entend pas. Claudia, c'est vulgaire, sans gêne, donc on peut dire que c'est une connasse. Scotcher, la victime, manipulateur, imposteur, il ment à tout le monde, c'est un putain de lèche-cul, il se fait bien voir, et Lady Pletchford se croit plus intelligente que tout le monde. Encore une fois, je vais pas vous faire toute la liste, mais à chaque fois qu'on entend les personnages parler, ce n'est que pour appuyer ce trait de personnalité. Ils ne servent qu'à ça. Bref, la soirée avance, ils ont fini de dîner, et la révélation du changement de testament, et tout ce qui se passe là-dessus, tout ce qu'il y a de plus choquant, hein, voilà. Je vais pas revenir là-dessus, vous avez qu'à lire le livre. Tout ce petit monde, après le dîner, tout ce petit monde choqué, passe au salon, et j'accorde la palme de l'inutilité accordée au chapitre 9, où on voit absolument tous les membres de la famille se lancer des fions, s'insulter, et se faire des remarques, sans que cela ne serve à rien, il n'y a rien qui avance, ils sont juste dans le salon, ils s'insultent, c'est tout, ça apporte aucune information, rien du tout. Seule Lady Playford, la chef de famille, a l'air d'être la moins détestée.
apparemment. Quand même, ça a quand même servi à savoir que, en fait, personne ne peut se blairer dans cette famille. Ça a peut-être éventuellement apporté cette information-là. S'ensuit donc, juste après, la découverte du corps, et j'avoue que c'est un truc qui m'a plu. Peut-être un des rares trucs qui m'a plu dans ce bouquin, la façon dont on a découvert le corps. Le mec, en fait, il a la moitié de la tête qui est étalé sur le tapis, en fait, sur le sol. Vous voyez le cerveau, il y a tout qui est étalé sur le sol. Et le mec s'est fait tabasser le crâne à coups de gourdin. Un gros gourdin en bois. Il s'est fait tabasser le crâne à coups de gourdin. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Alors le gourdin, c'est un bien familial chez les Playford. Un putain de gourdin en bois. Alors me demandez pas pourquoi, c'est pas expliqué dans le livre, ou alors j'ai raté l'info. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu trouver mieux, je sais pas, un gourdin. Le gourdin familial, voilà, j'ai envie de dire. Faites les blagues que vous avez envie avec, je vous les laisse. Donc le mec s'est fait fracasser le crâne jusqu'à en disperser tout le cerveau sur le tapis. Et là je me suis dit, bon, c'est cool. Ok, moi j'aime bien tous ces petits éléments gore, voilà, ça me plaît. Je me suis dit, bon, enfin un truc positif. Et là tout de suite, suite à ce contexte-là, on voit que ce meurtre, cette histoire va être compliquée. Et donc là, petite partie spoil évidemment, là, sur un détail important. On voit Sophie, donc l'infirmière de la victime, qui voit Claudia, la fille, tabasser le crâne du gars à coups de gourdin. Elle le voit. Tu vois, c'est clair dans sa tête qu'elle le voit. Et ça, en fait, au vu du contexte, c'est absolument impossible. Elle l'a vu, elle sait ce qu'elle a vu, et pourtant, quand on connaît le contexte, c'est impossible. Et pourtant, elle ne ment pas. Ça promet de partir un peu dans tous les sens, parce qu'un scénario aussi classique d'un manoir familial, en huis clos, c'est pas forcément compliqué. Le mort est inattendu. C'est ça le truc. On n'aurait jamais deviné que cette personne-là puisse mourir. On n'aurait jamais deviné que quelqu'un veuille tuer dans les personnes qui sont sous ce toit. Voilà, c'est ça le truc. Ici, on a une famille qui se déteste, tout le monde a une raison de tuer tout le monde, et là, pouf, un mort. Ben ça étonne personne. Et en plus, d'une manière extrêmement alambiquée, puisque on a un témoin oculaire, mais qui a vu quelque chose d'absolument impossible. Donc, je me suis dit, ok, ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et c'est déjà la fin de la partie 1, on passe à la partie 2. Début de la partie 2, les policiers arrivent. Donc nous faisons la connaissance de l'inspecteur Connery. Connery, oui, alors C-O-N-R-E-E. Connery comme ça. Voilà, encore une fois, gardez vos blagues pour vous, je ne la ferai pas. Vous ne m'aurez pas comme ça. Hors de question que je la fasse. Qui est accompagné du sergent O'Dwyer. Donc le sergent, rien à dire sur lui, il est assez quelconque, voilà, c'est un subalterne, somme toute sympathique, mais l'inspecteur Connery, déjà absolument insupportable. C'est le flic dominant en mode c'est moi qui décide. Vous faites tout le boulot et je dis que c'est moi qui ai le mérite. Voilà, et au final, c'est littéralement ça, et il en branle pas une de tout le bouquin. La réaction de Poirot qui voit ça, il est en mode bon, ok, faisons ça, et Catchpool en mode victime qui ne réagit pas, et pourtant nous voyons l'histoire de ses yeux. Ça promet, je me suis dit, ça promet, j'attends quand même de voir la suite, hein, voilà, sans préjugé aucun, ça se trouve l'enquête va être cool. Voilà, encore plein d'espoir que j'étais. Ce qui m'a quand même rendu ouf à ce moment-là, c'est que tout le monde parlait, Poirot inclus. Voilà, il ne se posait qu'une seule question, comment Sophie, l'infirmière, a pu voir Claudia tabasser la victime alors que c'est pas possible? C'est une bonne question, voilà, c'est une très bonne question, mais moi, m'est venue une question peut-être encore plus importante. La vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que la victime foutait là? Comment elle a pu arriver là? Je vais m'expliquer, parce que le mec est censé avoir la maladie de Bright, alors c'est-à-dire c'est une maladie des reins. Donc concrètement, ces reins, c'est des pruneaux d'Agen. C'est ça en fait, le mec peut même pas bouger, il est en PLS, il peut pas marcher, il a plus aucune force, c'est ça, c'est bien acté, c'est bien décrit, c'est très clair, et le mec, il est arrivé, il n'était pas dans sa chambre, il est arrivé dans le petit salon, donc à 30 mètres de là, et c'est complètement inexplicable, en sachant que Catchpool était allé vérifier dans sa chambre s'il était bien là, s'il allait bien, il était bien dans sa chambre, il était couché, concrètement,
Et là, d'un seul coup, 10 minutes plus tard, le mec se retrouve dans le petit salon, en train de se plaindre, non s'il vous plaît, ne me frappez pas, et alors que son infirmière était même pas là. Pour le déplacer, il n'y avait même pas son fauteuil roulant à proximité. Rien du tout. Et apparemment, c'est venu à l'esprit de personne. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Qui l'a mis là? Non. Il n'y a que moi. Bref, pour résumer cette partie, c'est le bordel. Il y a des éléments dans tous les sens incriminant tout le monde, mais il y a des éléments qui s'annulent aussi en même temps. Impossible de se faire une idée du coupable comme dans un Agatha Christie. À un moment, Claudia est innocente, elle a absolument pas pu le faire. Le coup d'après, elle est coupable. Ça incrimine son mari, ça incrimine les autres. Il n'y a aucun élément qui est clair. Bref, c'est le bordel et c'est le mot qui illustre cette enquête. Passons à la partie 3. On arrive à la troisième partie et la dernière, heureusement, le dernier tiers de ce roman, et c'est toujours le bordel. À chaque chapitre, on a une version différente et c'est dans Meurtre en majuscule, c'était ça aussi découverte d'un élément différent qui changeait absolument tout le reste. Et là, c'est à peu de choses près la même chose, en un peu moins pire, il faut le dire. C'était pas autant le bordel que dans Meurtre en majuscule, ça, il faut bien le souligner quand même. Je vais pas cracher non plus là-dessus. À un moment, j'ai juste arrêté de comprendre. Je me suis laissé porter par l'histoire jusqu'à ce que ça se calme et ça redevienne cohérent. Je me suis dit, ça va bien redevenir cohérent à un moment. J'ai trouvé cette enquête quand même très frustrante parce que l'enquête est pas vraiment franche. Les questions, les interrogatoires posés ne sont pas vraiment francs. Ils essaient de faire dire certaines choses aux gens sans être clairs. Voilà, des questions de manière détournée. Du coup, ils ont des réponses détournées et pas claires. Du coup, ils n'ont pas les éléments qu'ils veulent et du coup, ils n'ont pas les réponses qu'ils veulent et du coup, ça rame, c'est vague. Moi, je trouve ça assez brouillon. À un moment, comme ça, comme ça lui a pris comme une envie de pisser à l'inspecteur Connery, il vient dans le manoir et il dit ok, je viens arrêter Claudia, que la meuf qui a été accusée de taper à coups de gourdin, parce qu'elle n'avait pas été arrêtée en fait. Parce que soi-disant il n'y avait pas assez d'éléments. Bref. Donc évidemment Poirot et Catchpool n'étaient pas d'accord et ils ont fait montre d'un charisme incroyable pour le convaincre de ne pas arrêter Claudia. Donc voilà, je vais vous faire une petite illustration. Voilà, vous allez pouvoir me donner le César du meilleur acteur. Comment Poirot et Catchpool ont convaincu l'inspecteur Connery de ne pas arrêter Claudia. L'inspecteur Connery, mais il faut pas l'arrêter, hein, enfin. Si. Bon allez, déconnez pas, sans déconner, c'est pas elle la coupable. Si, je l'arrête. Mais sans déconner, allez. J'ai dit non, je l'emmène. Oui, parce que dans ma tête, il a un accent du sud, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Oui, mais c'est Poirot qui a dit, hein. Il a dit qu'elle était pas coupable, alors vous comprenez, c'est Poirot quand même. C'est Poirot qui a dit. Bon, d'accord, je l'arrête pas. Ah, et puis Poirot, il a envie d'aller en Angleterre, à Londres, parce qu'il a quelques petites enquêtes à mener pour l'affaire, et comme c'est Poirot, vous allez dire oui, même si vous êtes pas d'accord. Bon, d'accord, c'est cadeau, ok, sans difficulté. Et voilà, c'est fait, c'était ça. Littéralement. C'était un ping-pong de non, si, non, si, non, si, bon, d'accord. Et puis, j'ai envie d'aller en Angleterre, mais enfin, j'ai dit que tout le monde devait rester. Oui, mais je suis Hercule Poirot. Bon, d'accord. Mais revenez vite, hein. Face à tout ce gloubi-boulga, on apprend enfin, dans un chapitre dédié, tout bien, tout beau, pourquoi Lady Blatchford a fait ce changement de testament. Et accrochez-vous à votre siège, parce que c'est pourri. Alors, sachez que Scotcher, donc la victime, n'a rien au rein. Et Lady Blatchford, comme à peu près absolument tout le monde dans ce roman, le savait. Mais elle s'est pas dit que c'était un sac à merde. Parce que ça fait quand même plusieurs années que Scotcher était à son service, qui faisait semblant d'être malade. Elle a même engagé une infirmière exprès, payé des soins, un prix exorbitant, tout ça pour que dalle. Tout ça pour qu'on s'intéresse à lui. Mais pour elle, non. Non, c'est pas un sac à merde, c'est quelqu'un qui a un problème mental. Donc, il a pas du tout de problème mental. Il a rien du tout. Il a rien du tout. C'est pas que c'est prouvé, c'est pas que c'est dit dans le roman, mais il a pas non plus de symptômes. C'est quelqu'un d'intelligent, ce Scotcher. Il est très intelligent et non, il a aucun problème mental. Ça, je peux vous l'assurer. Après avoir lu le roman et vu les descriptifs de toute sa vie, il a rien du tout, c'est juste un con, c'est tout. Donc je vous passe les détails, mais en gros, elle voulait le mettre au pied du mur en fait, en le faisant hériter de tous ses biens. Soit grâce à son stratagème, elle voulait l'amener à avouer qu'il est pas malade et qu'il a un problème, ou bien il continue son petit scénario du malade,
mais tout en le forçant à aller voir son médecin le lendemain, et que dans sa tête, dans son petit scénario, il soit coincé et qu'il se fasse guérir miraculeusement. C'était ça son truc. Bref, rien de franc, encore une fois, tout de manière détournée, et tout qui arrange Scotcher pour pouvoir s'en sortir. Bon, il est mort, mais bon, bref, il s'en serait sorti s'il n'avait pas été mort, quoi, encore une fois. Moi, ma méthode à moi, que j'ai imaginée, et qui est complètement en accord avec le caractère de Lady Playford, pardon, si Sophie Anna l'avait fait fidèle au caractère qu'elle lui avait créé, c'est-à-dire le convoquer dans son bureau, fermer la porte, fermer la fenêtre, le prendre entre quatre yeux et le forcer à avouer. Voilà, et il sort pas jusqu'à ce qu'il a pas avoué, parce que Lady Pletchford a horreur de se faire flouer. C'est elle qui manipule les autres, c'est pas elle qui se fait manipuler, c'est elle qui se moque des autres, c'est pas les autres qui se moquent d'elle, c'est quelqu'un d'extrêmement fier. Dans l'enquête, ce que je déplore, c'est que absolument tout est dans la psychologie, et il n'y a aucune preuve matérielle ou réelle, c'est que des suppositions, ce qui fait que les ficelles sont extrêmement grosses, et là je vais en venir au docteur Kimpton, qui est le fiancé de Claudia. Voilà, donc concrètement le futur beau-fils de Lady Playford. Donc ce Dr. Kimpton se moque éperdument de la psychologie pendant tout le roman, il se fout de la gueule de Poirot en mode la psychologie c'est de la merde, et là je me suis dit bon ok, il n'y a pas 36 possibilités, Poirot va découvrir l'élément ultime grâce à de la psychologie. J'ai rarement eu autant raison en lisant un roman de Sophie Anna. C'est même les trois quarts, comme je le disais, des éléments qui sont psychologiques, il n'y a aucune preuve, le mec il a juste tout deviné lui-même. C'est pas des preuves, il n'y a rien d'autre. On sait juste que le gars a été empoisonné, donc Scotcher a été empoisonné, voilà, encore une fois spoil, démerdez-vous. Et c'est le seul vrai indice qu'il y a, on a retrouvé de la strychnine, c'est tout. Le reste, tout a été deviné. On passe en revue la vie de Scotcher, la victime, et du docteur Kimpton, et le reste, c'est Poirot qui devine tout sans vraiment en être sûr lui-même, et il le dit. Kimpton se moque tellement de la psychologie de Poirot, et Poirot est tellement à fond sur la psychologie dans son enquête, qu'à partir de ce moment-là, quand on a ces deux éléments en tête, il m'est clairement apparu que c'était Kimpton le coupable. Voilà, là on a tellement fait des caisses avec tout ça, Kimpton qui se moque de la psychologie de Poirot, on a la vie de Scotcher, une vie universitaire en long, en large et en travers quand il rencontre Scotcher et tout. Ça c'est tellement vu et revu de long, en large et en travers que ben c'est devenu extrêmement gros. C'est juste Kimpton le coupable. Il fait genre non, c'était pas du tout insupportable, j'ai pas eu envie de le tuer. Le mec il dit non, c'est faux, machin. Ben si. Pendant 10 ans, le mec, pendant, je sais pas, 10 ans, non, je dis des conneries. Pendant toute sa vie universitaire, et même de son début de vie adulte, le mec l'a collé, le mec l'a copié, le mec a fait exactement les mêmes études que lui, l'a copié tous ses devoirs, aime les mêmes choses que lui, a piqué sa meuf, s'est fiancé, marié avec sa meuf. Il a fait tout exactement comme lui, et donc n'importe qui aurait eu des envies de meurtre. Là, même moi, j'avoue. Jusqu'à la fin, Sophie Anna nous clame que Claudia et Kimpton sont innocents, on nous le matraque tellement fort sous tous les angles que ben c'est juste suspect, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On arrive enfin aux explications, la résolution de l'enquête et la fin de mon calvaire. Au moment d'écrire cette vidéo, je me suis aperçu, au moment de regarder mes notes pour écrire la vidéo, que j'ai rien noté sur cette partie-là. J'ai juste marqué, et là je cite mes notes, c'est moisi. J'ai marqué c'est moisi. Et plus tard dans ma lecture de cette explication, j'ai rajouté ok, c'est vraiment moisi. J'ai rien écrit de plus, mais rassurez-vous, je vais étayer tout ça. Comme d'habitude, Poirot rassemble tout le monde dans une pièce pour faire son numéro et dire à chacun les mobiles des uns des autres et à quel point c'est des gros sacs à merde. Bon, ça, heureusement, c'est pas très dur à retranscrire. Classique. Peut-être le vrai truc de Poirot que fait Sophie Anna. Vient le moment. Alors, je vous ai pas raconté, le coup du cercueil ouvert et fermé est évoqué, le pourquoi du comment, je vais vous expliquer, asseyez-vous, j'arrive. Donc, à un moment, juste avant la mort, on a un invité qui est dans sa chambre, qui est bien, qui se repose et tout, normal, et il a sa fenêtre ouverte. Bon, bah jusque-là, il fait ce qu'il veut. Donc par la fenêtre, il entend une conversation mystérieuse. Il reconnaît pas la voix de l'homme
et de la femme. Voilà, cet homme a dit qu'il voulait que le cercueil reste ouvert, en gros, dans la conversation. C'est ça qui l'a fait flipper au mec qui s'est dit oh quelqu'un veut ma mort et tout, enfin même le mec il a commencé à bader, mais en fait pas du tout, rien à voir avec lui, mais il est sûr d'avoir entendu une histoire de cercueil qui doit absolument rester ouvert. Accrochez-vous à vos sièges les enfants, c'est tout simplement une métaphore. Le cercueil c'est la victime et le fait qu'il soit ouvert, ben c'est la victime qui, le mec veut que la victime soit ouverte. Entendez là le mot autopsie, il veut absolument que la victime se fasse faire une autopsie. Cercueil ouvert, voilà. Alors, je vous laisse deviner qui a dit ça, donc encore une fois, alerte spoiler, c'est un énorme élément, c'est le docteur Kipton, évidemment, qui était dans les jardins avec sa femme Claudia, et qui lui dit « Oh ouais, mais ma chérie, le cercueil doit rester ouvert, machin. » Alors, ok, c'est citation à la con, pendant tout le roman, il les fait en public devant tout le monde. Ce mec n'est que de la gueule en fait, c'est ça le truc. Il adore s'écouter parler, il adore donner des citations obscures. Toujours de la même œuvre. Et là, il était en privé avec sa femme, et croyez-moi, en privé, il n'est absolument pas le même, c'est juste un psychopathe, tout simplement, et il n'est pas démonstratif, il est calculateur. Donc, petite erreur, encore une fois, je pense, de Sophiana, qui met un élément là, un peu obscur, pour dire d'avoir un élément qui mène au docteur Kipton, et je vais vous expliquer encore une fois pourquoi le fait que Kipton soit coupable c'est moisi. Le mec au début il faisait des études de lettres, ok, il était en université en lettres, fan de Shakespeare le mec, ok, voilà. Et donc la maladie de Scotcher l'a tellement sbirifié, l'a tellement sbirifié que il s'est dit ok, il faut absolument que je sache s'il est vraiment malade ou pas des reins, et donc je vais tout lâcher, je vais faire médecine. Déjà rien que cette idée-là, le mec est un gros psychopathe, ok. Tout lâcher pour prouver à un gars qu'il a tort. Voilà, bref. Donc le mec lâche tout, le mec fait médecine, le mec devient médecin, et en devenant médecin, il voit très bien que Scotcher n'a absolument aucun symptôme de la maladie de Bright, parce que quand t'as les reins comme un Bruno d'Agen, le mec il est pas frais comme la première fleur de la rosée du matin. Vous êtes d'accord avec moi? Le mec il est un peu maigre, un peu pâle, mais c'est le maximum en fait. Mais là, non, pour lui c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Lui il veut tenir les reins du gars dans ses mains. Quand il les verra tout frais, tout rose, eh ben il saura qu'il est pas malade. Le fait de le voir en bonne santé, pour lui c'est pas une preuve suffisante de le voir qu'il est pas malade. Ça a aucun fucking sens. Ça, c'est nul à chier. C'est nul, ça m'a rendu fou. Mais franchement, le mobile, il est nul à chier. Le mec, il devient médecin, il comprend ce que c'est que la maladie de Bright, et il devrait pouvoir voir que le mec n'a aucun symptôme et se suffire de ça. Non, le mec veut le buter, l'autopsier et tenir ses reins dans ses mains en mode « Ah, j'avais raison !» Non, non, non. C'est nul, excusez-moi, je juge comme ça, c'est nul à chier. C'est vraiment nul, il n'y a rien, c'est zéro. Et donc, tous ces petits éléments-là, Poirot il l'a deviné. Pourquoi? Par l'opération du Saint-Esprit de la psychologie. Voilà, c'est beau, c'est un dieu Poirot, franchement il lit dans les pensées. Et une fois que Poirot a terminé sa petite histoire sur la vie de Kipton et du pourquoi du comment qu'il a tué, et le mec, alors que Poirot a absolument aucune preuve, Poirot a mené son enquête sur la vie de Kipton et il en a déduit que ça pouvait être ça. Parce que à part le fait qu'il y a de la strychnine, je répète, dans le corps de Scotcher et dans son verre, ok, enfin dans son verre, dans son médicament, il n'y a aucun rapport, aucune preuve avec Kipton. Le mec avait qu'à dire non, vous avez tort, je ne suis pas d'accord, c'est faux, avancez-moi vos preuves, et il s'en sortait, comme ça. Mais vous comprenez, comme Poirot l'a tout deviné, il a dit ok, il a raison. Je m'incline. Parce que c'est le beau jeu, parce que Poirot a tout deviné, du coup, il a gagné le jeu, du coup, il s'incline. Voilà, le mec va se faire pendre parce que Poirot a deviné, alors qu'il a aucune preuve, il aurait pu dire non. Non, non, vous avez tort, vous êtes un con, et je repars comme un prince. Voilà, non. C'est nul. J'ai ragé tellement fort à ce moment-là. Il aurait pu dire vous avez tort, fin de l'histoire. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Bref, voilà, j'ai fini de rager. C'était de la merde, compliqué pour rien. Ça part dans tous les sens, ça accuse tous les personnages sans vraiment les accuser. Et ils ont trop de personnalité. Poirot est complètement effacé face à tous ces personnages aux fortes personnalités. On n'entend que Poirot ne domine rien du tout.
Une enquête menée quasiment sans preuve. De la psychologie, c'est pas une preuve malheureusement, surtout quand les témoins n'avouent pas, et il aurait dû ne pas avouer, il s'en serait sorti. Bref, elle permet juste de comprendre un certain comportement du coupable et voir pourquoi il a fait ça et derrière trouver des preuves. C'est tout, c'est à ça que ça sert la psychologie. Quitte à lire un roman, je vous conseille plutôt Une poignée de cèdres d'Agatha Christie. Encore une fois, on a une famille riche qui vit dans un manoir et tout le monde s'entend bien dans le meilleur des mondes cette fois-ci et pas tout le monde qui se déteste comme dans ce roman à la con. Et c'est 1000 fois mieux. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr et Glyph sous le pseudo Alisterka. N'oubliez pas aussi mon Babelio nouvellement créé. Encore une fois, le lien est sur mon Facebook, qui sera aussi sûrement dans la description si j'y pense. Si j'y pense pas, ben ok, pseudo Alisterka, débrouillez-vous. Merci à tous et à la prochaine chez Alister pour une nouvelle critique.